Nous voici de retour en onde et je suis en présence de Jérôme Gazula. Bonjour Jérôme, comment vas-tu ? Je vais très bien, bonjour les amis. Je suis ravi de te retrouver sur le chemin de la quête d'Aminoz, le faiseur d'imaginaire. L'as-tu croisé dernièrement ? Je ne l'ai pas croisé, mais j'ai entendu dire qu'il avait été retenu par la sécurité pour interrogatoire. J'espère qu'il s'en est sorti. Eh bien, j'espère aussi. Ça veut dire que quelqu'un a réussi à mettre la main sur lui. Ouais, je crois bien. Je crois qu'il a été dénoncé. Cela tenterait à expliquer les perturbations et interférences qu'il y a eu tout à l'heure au cours de l'intervention de Noc Mist. Ouais, j'espère que ce ne sont pas les défaiseurs de l'imaginaire qui l'ont dénoncé ou capturé, parce que ça n'annonce rien de bon. Mais nous reviendrons tout à l'heure sur la capture d'Aminoz. J'aimerais que tu te présentes auprès des auditrices et auditeurs de l'autre zone. Quand est-ce que tu as commencé l'écriture ? J'ai commencé à écrire, je devais avoir 16 ans dans ces eaux-là. Et ça a été des nouvelles. J'ai écrit parce qu'en fait j'étais amoureux. Voilà, et je voulais pâter une fille. Et j'ai commencé à écrire des nouvelles de science-fiction parce que j'ai été biberonné à ça, moi. J'ai commencé à apprendre à lire avec de la science-fiction. Et j'ai écrit mes petites histoires, celles que j'aimais bien, que j'aurais bien aimé lire, en fait. Puis un beau jour, j'ai croisé par hasard un éditeur, vraiment par hasard. Et j'avais toujours cru que j'aurais peu de succès et que mes écrits n'auraient jamais intéressé personne. Et en fait, je lui ai envoyé mes nouvelles. Et quelques mois plus tard, il m'a rappelé en me disant « Waouh, on aime beaucoup ce que vous faites et si vous voulez qu'on vous édite, allez, on est parti. » Et 2018, mon premier, non pas roman, mais mon premier recueil de nouvelles, qui s'appelle #fantastique, et qui a été pour moi la révélation, on va dire. À partir de là, je me suis mis véritablement à écrire parce que je me suis senti légitime et capable de le faire. C'est pour ça que je dis aux gens, il faut croire en vous. Hein, ne pensez pas que ce que vous faites, c'est inintéressant ou pas assez bon ou quoi. Allez-y, foncez. Parce que moi, j'ai perdu 30 ans avec cette histoire. Hein. C'est dommage. Tu as sorti ton premier livre de nouvelles et donc par la suite, tu as publié d'autres livres ? En fait, c'est pas exactement comme ça que ça s'est passé. J'ai toujours cru que, pour moi, l'écriture, ça resterait les nouvelles. Tu vois, parce que j'aime beaucoup ce qui est rapide, percutant, etc. J'aime surprendre. Et le format des nouvelles, c'est extraordinaire pour ça, parce que dans les nouvelles, on n'a pas le temps de développer. C'est pas fait pour ça. Il faut attraper le lecteur ou la lectrice très vite. Et il faut l'amener avec soi à toute vitesse et vers une fin extrêmement, j'allais dire, percutante. Voilà. C'est-à-dire qu'à la fin d'une nouvelle, il faut que le lecteur ou la lectrice se dise « Ah putain la vache, il m'a eu !» Voilà. Voilà, il faut que il faut une percussion. Et j'adore ça. Et je m'étais dit que je pourrais jamais écrire que des nouvelles, des formats courts. Et quand #fantastique est sorti, j'avais commencé une nouvelle et va savoir ce qui s'est passé. Je comprends pas ce qui s'est passé. Mais cette nouvelle, elle se mettait à durer. Ça faisait 10 pages, 20 pages, 30 pages. C'était des formats que je connaissais pas. 40 pages. Ben, en fait, voilà, ça en fait 417. Voilà, ça a fait mon premier roman. Voilà. Et quand j'ai regardé ça, j'étais effaré. Je me dis, tiens, tu as écrit un bouquin, là, tu as écrit un roman. Incroyable. En plus, quand je l'ai donné à mon éditeur, il m'a dit, ah, ben, tu as écrit un polar. Et je dis, où ça, un polar? Non, mais où ça, un polar? J'écris de la science-fiction, moi, j'écris pas un polar. Et en fait, si, quelque part, mais c'est pas le polar classique, tu sais, avec le super flic qui va chercher l'énigme. Non, c'était vraiment un vrai, il y avait une vraie énigme de science-fiction, tu vois, c'était plus dans l'anticipation, la science-fiction, tu vois. Et effectivement, il y avait une énigme à résoudre. Et d'ailleurs, entre parenthèses, il y a ce livre, personne n'a trouvé la solution avant d'avoir fini le bouquin. Ça, j'en suis super fier.
Et c'est un challenge que je donne d'ailleurs dans les salons du livre, hein, à ceux qui me prennent ce bouquin. J'ai dit, vous savez, depuis 2018 qu'il est sorti, parce qu'il est sorti du coup la même année qu'Hashtag Fantastique, personne n'a trouvé la solution avant d'arriver à la fin. Alors qu'aux 3/4 du bouquin, il y avait tout ce qu'il fallait quoi, pour résoudre. Donc ça, je suis pas peu fier de ça. Et quel était le nom de ton premier roman ? Il s'appelait Undercipher. Alors, la petite histoire, la petite anecdote, c'est que j'ai un de mes meilleurs potes. Pendant des années, j'ai pensé que c'était un bon père de famille, ranger des voitures et tout ça. Excellent informaticien, au demeurant. Et un jour, j'ai appris qu'il avait fait partie d'Anonymous. Mais Anonymous, côté, on va dire, côté hacker blanc, quoi. Voilà. Et Undercipher, c'était un de ses noms de code. Il y en avait plusieurs, bien entendu. Et comme je cherchais le nom de pirate informatique, j'ai pris le sien. Alors, ce qui est rigolo, c'est que, anonymement, bien entendu, il m'a fait la préface. Et donc, le héros, Undercipher, c'est un peu lui dont je me suis inspiré. Et il a lu ton livre, il en était satisfait ? Il était mort de rire. Il était mort de rire. Parce qu'effectivement, j'ai demandé quelques conseils au niveau du hacking, quoi. J'ai demandé à un moment donné, donne-moi quelques lignes de code là pour faire plus véridique. Alors, il m'a donné deux, trois trucs de base. C'était assez sympa, quoi. C'était assez sympa. Mais c'est vrai que ça a fait vraiment bizarre de se retrouver tout d'un coup héros de roman. Hein. Voilà. Parce que bien entendu, l'histoire n'a rien à voir avec lui, bien sûr. Mais c'était une expérience qui y a bien plu. Et après ce roman, est-ce que tu en as écrit d'autres ? Alors après, j'allais dire, la machine s'est emballée. La machine s'est emballée parce que quand je me suis retrouvé avec Undercipher dans les mains, j'ai réalisé que j'étais capable d'écrire un roman et que ça plaisait. Et là, j'ai retrouvé dans mes cartons des vieilles feuilles de classeur que j'avais écrites en cours de maths en 1989. Et j'avais déjà les bases d'un roman qui était en pleine maturation dans ma tête, donc depuis une trentaine d'années, quoi. Et je me suis dit, vas-y, fonce. Et j'ai écrit le roman qui était en moi depuis ce temps-là, qui s'appelle La dernière vie des immortels. Et là, ça a déclenché quelque chose de phénoménal. Parce que ce roman-là, j'ai créé un monde très large qui est très qui est très évolué, qui est très construit. Et quand j'ai fini la dernière vie des immortels, tous ceux qui l'ont lu m'ont dit non, tu peux pas nous laisser comme ça, quoi. Faut continuer. Alors je me suis dit allez, on va y aller. Et il y a eu le 2, Columbia, et il y a eu le 3, Lusankia, et il y en aura certainement un 4e, un 5e. Et après, je suis parti sur un autre projet, parce que je suis rôliste aussi. Hein. Ça fait partie de mes défauts. Donc, je fais du jeu de rôle. Et alors, vu l'univers que information, excuse-moi de t'interrompre, il faut savoir qu'à côté du local de l'émission de radio, il y a un local de rôliste. Non. Si. C'est chouette, ça. S'ils veulent tester mon jeu, il n'y a pas de souci. Ouais, pourquoi pas, hein. Parce que là aussi c'est une autre aventure, parce que je me suis dit à ce moment-là vu que l'univers il est très étendu, va à ce moment-là créer un jeu de rôle, pourquoi pas. Et ça fait 3-4 ans que je construis le jeu de rôle et j'ai commencé à le faire jouer en convention et il s'appelle Scavengers. Alors je suis désolé pour l'anglicisme, mais bon, en fait, c'est une classe de personnages, les Scavengers. C'est on va dire, des mercenaires, qui ont pour objectif d'aller récupérer l'ADN des personnes décédées pour les ramener à la vie. C'est très particulier. Et du coup, ce jeu de rôle, j'ai joué dans les conventions, il s'est structuré. Et dernièrement, j'ai rencontré Alexandre Sanchez et Kevin, son associé de Myria Édition. Et ce jeu de rôle va être une réalité l'année prochaine. Il est prévu en 2026. Donc j'ai un illustrateur, Michael Minaro,
qui bosse sur les illustrations. Et du coup, ce sera une réalité. Et tellement bien une réalité. Alors, tu vois que tout se renvoie, il y a de l'écho de partout. Comme j'ai dû créer des scénarios pour le jeu de rôle, je me suis dit, mais les scénarios, c'est des histoires. Donc, si c'est des histoires, pourquoi pas en faire des romans. Et je me suis mis à créer une série spin-off. Série dérivée. Oh là là, on est diffusé au Québec. Je vais me faire taper sur les doigts. Surtout qu'ils aiment pas trop les anglicismes au Québec. Ah, mais ils ont raison. Ils ont raison. Hein. Mais vraiment, hein. Continuez. Lâchez pas, les gars. Il y a que vous qui allez nous sauver. Hein. Et, et ceci dit, donc voilà. Donc cette série dérivée s'appelle Scavengers. Et il y a déjà le premier tome qui est paru, qui s'appelle Scavengers Da Vinci Code ADN. Voilà, parce que tout est basé sur l'ADN dans ce jeu de rôle. Donc encore plein de projets, quoi. C'est vraiment très vivifiant. D'accord. De toute façon, quand je t'ai rencontré au Festival Fantastique de Béziers il y a 2 ans, Scavengers n'était qu'un projet. Tu m'avais parlé de tes ouvrages, et puis là, en octobre 2024, c'était bien avancé déjà. Oui, tout à fait. Je venais de signer avec Myria Édition. Et donc effectivement, c'était un cran de plus de passer. Et voilà, maintenant, je suis dans les phases où il va falloir que je trouve des maîtres de jeu pour tester le jeu. Parce que pour le moment, il n'y a que moi qui les fait jouer en tant que maître de jeu. Et il faut que je le donne à d'autres maîtres de jeu pour qu'ils me donnent leur opinion sur la prise en main de l'univers. Ça, c'est vachement important. Donc, j'ai encore besoin de bêta-testeurs. Donc, voilà. Même au Québec, hein, vous pouvez demander. Hein, voilà, si vous pouvez me contacter, hein, je vous envoie le livre de règles dans l'état dans lequel il est. Et puis, vous pouvez essayer de maîtriser quelques parties et vous faites un retour là-dessus. Ce serait vraiment avec plaisir. En parlant de jeux de rôle, tu as commencé à quel âge ? Oh, mon grand, t'étais pas né. J'ai commencé les jeux de rôle. Alors, si ma mémoire est bonne, ça doit être à peu près 1983-1984, à peu près. Tu vois, pour te dire. Donc, c'est une longue histoire, les jeux de rôle. J'ai commencé avec l'œil noir, qui était un dérivé déjà de Donjons et Dragons, parce que j'ai joué aux premières versions aussi de Donjons et Dragons. Pas ADD, hein, pas Advanced Dungeons and Dragons. J'ai joué à la première version. Et puis petit à petit, j'ai même fondé à l'époque à Montpellier, quand j'étais étudiant, j'ai fondé mon propre club de jeux de rôle à la cité universitaire, qui s'appelait Les Mondes Parallèles. Non, on se régalait. Hein. C'était une époque. Quand il y a eu la série Stranger Things, avec le jeu de rôle Donjons et Dragons, d'après toi, comment peux-tu expliquer que ce jeu de rôle soit autant célèbre ? Parce que, comme de tout, quand tu ouvres une voie, quelle qu'elle soit, dans n'importe quel domaine, tu as une adhésion massive des gens, et pour longtemps. Parce qu'ils ont donc ils nous ont contaminés. C'est eux qui ont réussi cet exploit de nous faire passer dans un univers imaginaire actif, voilà, et social. Et du coup, ils vont bénéficier de ça pendant encore très 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 longtemps. Après, bon, les diverses améliorations de règles, tout ça, je les connais pas assez pour en parler, mais ça fait aussi un renouveau qui permet de toucher un nouveau public, et c'est transgénérationnel. Voilà. Puis tu sais, la quête, j'allais dire la quête médiévale fantastique avec des monstres, des châteaux, des dragons, etc. Voilà, ça c'est toujours payant, quoi. C'est toujours payant. Mais le fait d'avoir joué au jeu de rôle quand tu étais plus jeune, est-ce que cela ne t'aurait pas influencé dans tes écrits par la suite ? En fait, le jeu de rôle en tant que tel, non. En revanche, ça m'a apporté beaucoup de connexions sociales, le jeu de rôle. Parce que avant ça, j'étais un lecteur. D'ailleurs, j'ai appris à lire avec la science-fiction.
C'est pour ça que c'est un genre que j'ai immédiatement adopté au niveau de l'écriture, science-fiction fantastique, parce que c'est mes premières émotions littéraires. Mais après, quand tu es dans l'imaginaire écrit, bah, tu es un peu seul. Et tout d'un coup, le jeu de rôle m'a fait entrer en connexion avec des personnes pour lesquelles l'imaginaire était très important. Voilà. Et ça m'a ouvert un champ des possibles énorme. Voilà. C'est pour ça que le jeu de rôle, pour moi, c'est quelque chose d'hyper important grâce à ça, quoi. C'est aussi les gens. C'est pour ça que des fois, tu vois, depuis quelques années, on assiste des jeux de rôle par Internet. Et en fait, par Internet, bon, le jeu de rôle, c'est un petit peu comme l'amour, quoi. C'est très bien devant un écran, hein, si t'as pas quelque chose d'autre. Mais en fait, c'est quand même mieux en présentiel. Voilà. Donc, je préfère les vrais gens. Mais bon, si les vrais gens sont loin, tout ça, bah, on le fera avec les caméras. Hein, c'est déjà pas mal. Mais il y a toujours ce lien qui est important. Et puis, entre les rôlistes, il y a des connexions qui se font. Et les gens sont tous différents, ils sont tous passionnants. Mais le lien qui les relie, c'est l'imaginaire, quoi. Puis, comme j'ai coutume de dire, la réalité, c'est que la plus petite parcelle d'imagination que tous les êtres ont en commun. Eh bien, c'est très bien que tu en parles parce que, comme tu le sais, en 2023 avait été créé au cours du Festival Fantastique de Béziers le fameux sondage sur l'imaginaire auquel tu as répondu sur la chaîne YouTube Zone Imaginaire. Mais comme là, on est à la radio, pour toi, qu'est-ce que l'imaginaire ? Bah, je crois que j'avais répondu quelque chose comme ça, non? Bah, en fait, l'imaginaire, c'est ça, c'est tout le champ des possibles. C'est un terrain d'entente où on va tous se retrouver, quels que soient nos âges, quelles que soient nos classes sociales, quelle que soit notre richesse, qu'elle soit matérielle, intellectuelle ou morale. On va tous se retrouver là-dedans, quoi. Et on va créer quelque chose de plus fort. Voilà, c'est l'imaginaire, c'est 1 + 1 = 3, quoi. C'est-à-dire que quand on rencontre des gens pour qui l'imaginaire est important, voilà, 1 + 1 = 3. C'est-à-dire on n'est pas que deux, on est plus que ça quand on se rencontre. Et c'est ça qui est énorme. Moi, j'adore ça. C'est les gens qui ont cette capacité à faire évoluer leur esprit dans des strates qui sont pas on va dire à la portée du commun des mortels. Ils ont une richesse incroyable et ça va loin. Et j'adore ça. J'adore partir très très loin, quoi. Même si à la base, des fois, il faut revenir un petit peu sur Terre quand même. Merci de ta réponse. Je vais te faire participer au sondage de l'année 2025. Déjà pour commencer ici, dans l'autre zone, et peut-être quand on se verra en salon ou en festival, je te la reposerai pour Zone Imaginaire sur YouTube. Alors, quel est le rythme de tes livres ? C'est-à-dire, est-ce que les histoires vont vite, sont lentes, est-ce qu'il y a de l'action, etc. En fait, tous les lecteurs et lectrices qui me suivent depuis le début, c'est-à-dire depuis mes premières nouvelles, me disent que j'ai gardé ça comme façon d'écrire. C'est-à-dire que j'écris mes romans comme un novelliste. Dans le sens où je peux pas terminer un roman sur un ton faible. C'est-à-dire qu'il va falloir, à la fin d'un chapitre, il faut que le lecteur ou la lectrice prenne une claque. Donc chaque fois, ça va accrocher. Et il y en a plusieurs lecteurs ou lectrices qui m'ont dit mais t'es pénible parce que chaque fois qu'on termine un chapitre, ah merde, bah, allez, il faut que j'aille dormir. Ah ben non, je vais continuer quand même parce que là, voilà. Et moi, je suis ni lent ni rapide. Je suis toujours surprenant parce que il y a une constante dans ma façon d'écrire. J'ai toujours eu horreur d'être là où on m'attendait. Donc, si vous commencez mes écrits, ne pensez pas savoir où je vais vous amener. Vous le savez pas. Vous le savez pas. Et c'est vraiment au dernier moment que là, je vais vous surprendre. D'ailleurs, j'ai beaucoup de mes amis qui essayent même plus de réfléchir à mais où ils nous amènent. Non, ils se laissent porter. Parce qu'ils le savent, à la fin, ils vont dégringoler 4 étages. Ils le savent. Voilà.
Et surtout, s'il commence à penser, ah ouais, je sais où il veut aller, chaque fois ils se font avoir. J'adore. C'est ça mon rythme d'écriture. C'est surtout une dynamique chapitrale. D'accord. Et tes livres s'adressent à quel type de public? Tous ceux qui savent lire, j'allais dire. Il n'y a pas d'image? Oh mince. Il n'y a pas d'image, non. Non, c'est, je dirais, tous âges. Alors, dès l'adolescence, on va dire, parce que c'est vrai que ce sont des livres aussi où, des fois, je manie des concepts qui sont, qu'on arrive à gérer un peu mieux dès qu'on commence à bien réfléchir, quoi. C'est pas de la littérature jeunesse, mais c'est peut-être de la littérature aussi jeunesse émotionnelle, parce que j'aime bien aussi créer de l'émotion. D'accord. Et parce que moi, c'est important pour moi, quelque part. Encore une fois, je serais vraiment déçu si on fermait un de mes livres ou qu'on arrêtait une de mes nouvelles ou terminait une de mes nouvelles en se disant ouais, je viens de finir, quoi. Alors, il faut qu'à la fin on soit un peu sonné quand même, un peu comment dire, décontenancé. Voilà, et puis qu'on soit, il faut que ça aille accrocher au cœur ou au tripes. Ça me plaît, ça me plaît. Et où est-ce qu'on peut se procurer tes livres? Alors, outre-Atlantique, au dépanneur. Chez le dépanneur, Tabarnak. J'aimerais bien d'ailleurs être distribué au Canada d'ailleurs, enfin au Québec. D'ailleurs, si certains de nos amis auditeurs ou auditrices ont des connexions dans le milieu des éditions au Québec, moi je fonce. Moi j'adorerais. Voilà. Donc pour l'heure, bien sûr, on peut avoir les livres en ligne. Matériellement parlant, on peut les avoir notamment sur la Fnac, notamment. Et les livres, pour moi, qui sont en auto-édition, pour le moment, il y en a 4. C'est sur Amazon exclusivement. Voilà, parce qu'ils sont imprimés à la demande par Amazon. Voilà. Donc là aussi, si vous me proposez outre-Atlantique d'être édité par des vrais éditeurs, ça me fera vraiment plaisir. Je dirais l'avantage de l'inconvénient d'être sur Amazon, c'est qu'il y a aussi Amazon Canada. Mmh. Et en fait, tu peux commander, du coup, je pense, mes bouquins auto-édités par Amazon Canada. Du coup, je pense que ça doit être possible, ça. Et du coup, ça sera peut-être plus simple que de faire venir des bouquins de France. Hormis tes projets actuels, est-ce que tu vas écrire un autre livre? Alors déjà, j'ai au milieu du cycle La dernière vie des immortels et Scavengers, j'ai écrit un autre livre qui n'a rien à voir, qui s'appelle Comme une larme d'étoile. Donc, j'ai dit à mes amis, en fait, je me suis un petit peu reposé de mon grand projet. Mais là, tu vois, tel que je suis, je suis en train de réécrire des nouvelles, voilà, sur un format court. Je reviens aux sources. Et dans quelques temps, voilà, je pense que je vais peut-être essayer de sortir de la science-fiction et d'écrire un peu comme une saga familiale, hein, parce que j'aime bien la généalogie aussi, et j'ai trouvé des trucs assez sympas sur mes arrière-grands-parents, donc peut-être que je vais mettre ça en livre, donc avoir donc une série un petit peu plus, j'allais dire littéraire, entre guillemets. Ah, c'est mal ce que je viens de dire. La science-fiction, c'est de la littérature. Qu'est-ce que je dis comme bêtise? Jérôme, en off, tu nous parlais que tu t'étais déjà rendu au Québec. Peux-tu nous en faire part? Je suis allé 2 fois au Canada, donc 2 fois au Québec. La première fois, c'était en 93. C'est pour mon voyage de noces. Donc on était basé dans les Laurentides, à Sainte-Adèle.
Et j'ai adoré visiter Québec, j'ai adoré Montréal, j'ai adoré les gens et puis le dépaysement. Après, je vais faire rire tes auditeurs. Hein. Je suis arrivé. Alors à l'époque, l'aéroport c'était Montréal-Mirabel. Je crois qu'il a été désaffecté cet aéroport. Je crois qu'il n'est plus que pour le fret maintenant. Et en fait, je suis arrivé au Canada. J'avais un gros blouson et un gros pull parce qu'au Canada il fait froid. Voilà. Et on était au mois d'août. Alors je te garantis que je suis sorti de l'avion. Je suis des gouttes grosses comme le pouce. C'était une catastrophe. Donc c'est petite histoire pour le fun, quoi. Et puis à l'époque, déjà nous on n'avait pas des voitures, on avait très très peu de voitures avec des boîtes automatiques. Pour nous c'était des boîtes manuelles, mécaniques. Voilà. Et quand j'ai pris la voiture de location, j'ai pas compris, il n'y avait que 2 pédales. Je me suis dit mais comment ils font pour conduire, putain, il me manque une pédale, comment je vais faire? Un gros moment de solitude, j'avais jamais conduit d'automatique. Voilà, c'est. Et puis quand on est allé récupérer la maison dans les Laurentides, là, c'était trop chouette. Il y avait une marmotte qui nous attendait devant la porte, quoi. C'est sympa, mais une vraie. Voilà. Puis il faut aussi avoir quand même vécu comme expérience le fait de se faire agresser par les écureuils au Mont-Royal, quoi. Tiens, parce que les écureuils là-bas, ils n'ont pas peur. Hein. Purée, ils n'ont pas peur des touristes. Ouais, c'était très beau, c'était très chouette. Moi, j'ai adoré le Québec et j'ai travaillé aussi avec. Il y avait une Québécoise dans mon équipe. J'adorais vraiment. Elle était super sympa. Bon, remarque, peut-être que tous les Québécois sont pas sympas, mais moi, pour le moment, j'ai rencontré que des sympas. Bah écoute, pareil, personnellement, j'ai rencontré que des Québécois sympas pour le moment. C'est bon, peut-être que mon avis, ils en ont rien à faire, mais moi, peut-être bien. et elle avait une expression que j'adorais, tu vois, des fois quand il y avait un truc qui était pas sympa qui se passait, tu vois, et chaque fois elle disait petite vie de petite vie. Ça me faisait rire. Je trouve ça que c'est assez imagé, petite vie de petite vie. C'est très chouette. Alors je sais pas si c'est une expression qui est courante ou c'était qu'à elle. Voilà, mais voilà. Je reviendrai. J'allais dire, je reviendrai à Montréal. C'est pas une chanson, ça. Il y a pas un certain Charles Bois qui a chanté ça. Peut-être. Mais question, est-ce que le Québec va se retrouver un jour dans une de tes histoires? Intéressant ça. Intéressant ça. Ouais, mais s'il se retrouve dans une de mes histoires, ça pourrait être que le Québec libre. Ah ouais, puis alors je sais pas comment ils vont le prendre, mais je me dis bon, si jamais les États-Unis veulent récupérer le Canada, laissez-leur récupérer les Anglais et profitez-en pour déclarer l'indépendance, les gars. C'est mal ce que je dis peut-être, mais bon. Saisissez votre chance. Ouais. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux? Sur les réseaux, on peut me retrouver sur mes 2 sites internet. Voilà, donc il y a le site internet du jeu de rôle, c'est www.scavengers au pluriel.fr. Voilà. Et sinon, pour moi, c'est www.gazula, donc GASU2LA.fr. Voilà, donc là, il y a toute mon actualité. Je suis aussi un papy très très branché, vu que j'ai mon Insta. Voilà. Donc, en fait, des Insta, j'en ai 2. J'ai celui d'écrivain, donc Jérôme Gazula, en un seul mot. Voilà. Et j'ai aussi Scavenger JDR. Donc, vous pouvez me trouver sur mes Insta. Et pour les plus vieux, voilà, Jérôme Gazula sur Facebook, quoi. Voilà. D'accord. Voilà. Mais par contre, j'ai juste quelque chose à te dire. Tu sais, tu as partagé une vidéo dernièrement. On voit des jeunes qui dansent dans une discothèque. Ils avaient des coupes ultra stylées à l'époque. Hein. Il y en a, ils en rigolent. Mais regarde, il y en a, ils rigolent bien de ceux qui faisaient la tectonique dans les années 2000. Écoute, moi j'ai partagé cette vidéo là qui m'a fait rire parce que justement c'était pris en discothèque, en boîte dans les années 80 et c'est vrai que c'était ma jeunesse. C'était mais bon, de toute façon. Ouais, mais quand tu regardes dans la vidéo, quand ils dansent, ils s'amusaient les gars. Ils faisaient des danses de l'espace. Voilà, ils n'étaient pas tous en train de danser de la même manière.
Ah ben non, c'est éclaté là. Tu pouvais faire ce que tu voulais comme danse. C'est bien. Sans aucun problème. Mais tu sais, je suis très, très, très heureux d'avoir vécu mon adolescence dans les années 80. Donc moi, je suis né en 69, je suis le dernier des 60s. Et donc, voilà, à 85, j'ai 16 ans. Voilà, les années 80, c'était monstrueux d'optimisme, Après, tu me diras, peut-être que notre esprit ne garde que les bons moments, mais il y avait une liberté de ton terrible, quoi. Mais et on s'éclatait comme des fous, quoi. Après, je vais dire quelque chose, peut-être que je me trompe, mais s'ils s'amusaient autant, c'est peut-être parce que à l'époque, il y avait le mur qui séparait le monde occidental de l'URSS. Mais tu sais que j'ai été interviewé à Radio Varsovie, moi, en 89, avant que le mur tombe. Voilà. J'étais, en fait, donc j'avais un copain polonais, et en fait, à un moment donné, il m'a dit, ouais, j'ai un copain qui travaille à Radio Varsovie, il aimerait bien t'interviewer et tout, parce que des infos, on n'en a pas tant que ça, et tout. Je dis, ben ouais, moi je veux bien, mais je veux que ce soit diffusé après que je sois revenu en France. Hein. Tu m'étonnes. Le mec m'a dit oui. Alors, le mec m'a dit, bon, il n'y a pas de souci. Et en fait, je te garantis que ce jour-là, j'ai flippé ma race, comme disent les jeunes. Hein. Parce qu'on est arrivé à la radio, à la maison de la radio de Varsovie. Il y avait des barbelés partout. C'était gardé par des capots, des militaires avec des kalachnikovs et tout. Je me suis dit, putain, mais pourquoi j'ai dit oui, moi? Mais pourquoi j'ai dit oui? Donc j'avais mon copain, il m'a dit, surtout, tu fermes ta gueule. Hein. Même si on t'adresse la parole, c'est moi qui parle. Tu parles, je parlais pas polonais, moi. Hein, donc tais-toi. Et en fait, on est allé faire l'interview dans des sous-sols, dans un vieux studio qui servait plus depuis des dizaines d'années. Mais en fait, ils ont enregistré en douce, quoi, tu vois. Et c'était assez flippant. J'étais très content de ressortir vivant de là, tu vois, et de ressortir déjà. C'était énorme. J'ai vécu ce monde-là. Ben, c'était un monde assez extraordinaire où il y avait vraiment il y avait les bons et les méchants, quoi. Voilà, il était simple, le monde. Hein. Il était simple. Mais revenons à notre époque, même si la question que je vais te poser n'est pas très loin des années 80, ça ressemblerait même à Skynet. On parle beaucoup de l'IA sur Zone Imaginaire, sur YouTube, mais toi, l'IA, ça t'évoque quoi? Skynet ou pas? Bah, c'est ça. Mais tu vois, j'avais vu un dessin qui était extraordinaire. En fait, pour expliquer ce que c'était que l'IA, en fait, t'avais un mec qui était au bord de l'eau qui pêchait, tu veux, ouais. Et derrière lui, il y avait un autre mec qui pêchait aussi, mais dans son propre seau. Et en fait, c'est ça l'IA. C'est-à-dire que sans la création humaine, l'IA, elle peut rien, parce qu'elle se base sur nous. Tu vois. Donc, ça pourrait faire l'objet d'une nouvelle, mais dans quelques années, tout va être lisse. Parce que si on passe que par l'IA, ben, l'IA va s'autocopier et on va avoir exactement les mêmes textes tout le temps, les mêmes images tout le temps. Et d'ailleurs, on le voit, hein, maintenant, tu es capable de dire, quand tu vois une image, si c'est l'IA ou pas. Tu le vois, tu vois le style. Parce qu'il n'y a pas de style. J'ai encore d'autres questions. Comment tu fais pour écrire autant de livres? D'où viennent toutes ces idées? En fait, moi, je suis toujours sur les routes, de par mon boulot, et en fait, j'écoute pas la radio. J'éteins la radio, je pense. Voilà. Mes histoires, je les fais au volant, moi. Tu vois, je suis toujours en train de cogiter. Et il y a toujours des trucs qui m'apportent quelque chose, quoi. C'est sans fin. Et c'est ça l'horreur, c'est que je sais que quand je passerai l'arme à gauche, il y aura des tonnes de bouquins que j'aurais pas pu écrire. Et j'en suis vraiment désolé. J'ai pas le temps, j'ai trop d'idées. Tu as des mecs, ils sortent un bouquin et c'est fini pour leur vie. Moi, je vais pas m'arrêter là. J'en suis à 7. Tu te rends compte de bouquins? 7. Je vais pas m'arrêter là. C'est ça, quand on a des idées, il faut toujours les faire, il faut toujours écrire, il faut toujours créer des choses. Et en parlant de création, au cours des dernières émissions, il y a eu le projet de faire une émission spéciale premier étage du Festival Fantastique de Béziers 2023. Alors, Maxime est d'accord, Knockmist est d'accord aussi, et toi, tu serais partant? Ah, mais sans problème. Ouais. Mais moi, tu sais, tu
tu peux le dire, je dirais, même à tous tes auditeurs. Moi, je suis partant pour tous les projets, pour tout. Moi, j'adore les gens qui créent, j'adore les gens qui font. Je serai toujours à leur côté, tu vois, s'il y a besoin. J'ai aucune prétention. Je suis fasciné par les gens qui ont cette capacité de créer, d'entreprendre des nouvelles choses, qui ont des idées. Et moi, si je peux aider, peut-être pas financièrement, parce que malheureusement, je crois qu'on court tous après les sous, hein, mais voilà, s'il y a besoin de quoi que ce soit, je serai là, quoi. Donc, amis québécois et québécoises, si vous avez des projets, hein, si vous avez envie d'intégrer un maudit français, pourquoi pas? Allez, on y va, quoi. On fait. Parce que c'est ça la vie. Tu sais, toute la vie, la vie, c'est le mouvement. C'est-à-dire, dès que tu t'assieds, t'es mort, quoi. C'est fini. Il faut continuer, il faut aller de l'avant, il faut proposer, il faut rater, il faut se planter, il faut insister. Et ça, c'est beau. J'adore les gens qui font. Donc, et même les projets qui ont l'air complètement fous, faut y aller. Si on le fait, on le fait. Si on le fait pas, tant pis, on fera autre chose. Mais proposons, faisons. Moi, j'adore. Eh bien, ce sera un plaisir de faire cette émission. Et ce fut un plaisir de t'avoir dans cette émission. Je te remercie beaucoup d'avoir répondu à toutes les questions. Écoute, c'était vraiment un plaisir d'être avec toi, d'être avec vous, voilà. Et voilà, j'espère que on va se retrouver sur des beaux terrains imaginaires et qu'on partagera encore. J'adore. Avec plaisir, parce que c'était vraiment un bon moment d'anecdotes, de partage et aussi d'avancer dans la quête d'Amineuse. Sur ce, je te donne rendez-vous à une prochaine édition et à bientôt. Allez, merci mon grand. À plus. Et à plus les amis.